La première chose que je fais pour analyser un jeu, c'est mettre de côté mon expérience, j'en fais abstraction. Ces mots sont ceux de Raph Koster, game designer et auteur de Theory of Fun, lorsqu'il évoque sa conception de l'analyse vidéoludique. Plutôt surprenant de lire un créateur de jeux vidéo affirmer que l'analyse doit s'affranchir de l'expérience, qui est pourtant, pour nos joueurs, la finalité de toute pratique ludique. Quand on sent l'accélération de son rythme cardiaque en voyant ce machin monstrueux sur un pont de Yarnam, quand on rêvasse devant la magnificence des paysages de Toussaint, quand on flâne en bord de ciel, quand on se triture le système à essayer de comprendre les puzzles issus de l'esprit un poil sadique de Jonathan Blow, quand on planifie son schéma d'action dans une partie de Civilisation, on est dans l'expérience de jeu. Du point de vue du joueur, notre époque est fabuleuse parce que les expériences sont aujourd'hui plus originales, variées et maîtrisées que jamais. Mais profiter pleinement d'un jeu, c'est accepter de se laisser emporter par sa proposition, au risque parfois de ne pas prêter attention à tous les détails subtils qui convergent vers l'expérience souhaitée par les concepteurs. C'est donc avant tout dans une volonté bienveillante de compréhension des intentions créatives des designers que cette vidéo a été conçue. La question posée est donc simplement formulée, mais recouvre des réflexions diablement complexes. Pourquoi analyser les jeux vidéo ? Avant de causer théorie et particularités de chaque forme d'analyse, je vous propose ma conclusion personnelle et nécessairement subjective de toute la démarche que j'ai entreprise il y a maintenant 2 ans avec cette chaîne YouTube. À mon sens, analyser les jeux vidéo, c'est essentiellement essayer de tisser ce lien entre les personnes qui les créent et les personnes qui y jouent. Pour construire ce pont, il est primordial de considérer l'intention créative ainsi que les spécificités du médium. Aujourd'hui, on va parler d'altruisme, de transmission, d'interprétation, de connexion au monde et de diversité. Bienvenue à tous et à toutes dans ce 2e épisode de Deeper Blue. Pourquoi analyser les jeux vidéo ? En voilà une colle. Instinctivement, on serait simplement tenté de répondre pour mieux les comprendre. Fin de tournage, merci à tous et à toutes, à bon entendeur, salut, n'oubliez pas le Tipeee. Non, à vrai dire, il y a tellement d'angles différents pour appréhender un objet ludique que l'interrogation mérite d'être creusée. Et pour bien démarrer cette arlésienne youtubesque, commençons avec un daron des Game Studies, Jesper Juul, auteur entre autres de Casual Revolution, un ouvrage que je vous recommande chaudement, dans lequel il explore la révolution qu'a amené la Wii dans l'immixtion du jeu vidéo au sein de nos sociétés. Mais c'est surtout dans son essai The Art of Failure que Jesper Juul développe son point de vue sur l'analyse des jeux vidéo. La question centrale qui détermine son cheminement intellectuel est la suivante. Pourquoi jouons-nous aux jeux vidéo, sachant que dans la majorité d'entre eux, il est probable, voire nécessaire, d'échouer pour progresser ? La conclusion de sa réflexion est synthétisée dans un seul paragraphe situé dans le dernier chapitre du livre. Les jeux, par leur définition même, sont des expériences sans conséquences tangibles. De fait, ils sont un encouragement à la prise de risque et à l'apprentissage à partir de ses propres erreurs. Pour Jesper Juul, il faut donc analyser les jeux pour en retirer des principes applicables à d'autres sphères de la vie, comme l'éducation ou le travail. Ce processus est souvent désigné par le terme de gamification, et il faut reconnaître que la vision du bougre a connu un sacré succès ces dernières années, avec toutes les dérives que cela suppose en matière de course à la performance, notamment dans les entreprises. Analyser les jeux, c'est aussi chercher à en comprendre les mécanismes profonds, afin d'en tirer des enseignements. C'est ici la perspective du designer qui va chercher à mettre de côté sa propre expérience pour saisir comment les systèmes d'un jeu interagissent les uns avec les autres pour former un ensemble cohérent ou à l'inverse complètement bancal. Cette approche est différente de la critique vidéoludique en ce qu'elle ne cherche pas à déterminer la qualité d'une expérience, mais bien à en comprendre les tenants et aboutissants. Par exemple, si j'affirme que le level design de Dishonored 2 est riche, créatif et innovant, je suis dans une position de critique. En revanche, si je dessine mentalement la carte d'un niveau, que je tente de comprendre les différentes approches proposées par le jeu, ou que j'essaie de voir en quoi il encourage tacitement
l'approche non létale, en présentant une fin plus joyeuse si on ne tue personne, je suis dans une démarche plus analytique. Dans la même logique, considérer le système de combat de Bloodborne plus nerveux et jouissif que celui des Souls, c'est un élément qui renvoie à la subjectivité d'une critique. Par contre, si j'étaye le propos en me penchant sur la vitesse du personnage, sur l'absence de bouclier, ou sur certains choix de design comme la possibilité de regagner une partie de sa vie en attaquant un ennemi juste après avoir subi un coup de tatane, je mets de côté mon expérience de jeu pour comprendre ce qui l'affecte. La critique de jeux vidéo, contrairement à l'analyse, considère l'expérience comme finalité. Autrement dit, on s'intéressera aux conséquences que produit l'objet, tout simplement, est-ce que le jeu remplit le rôle que je lui ai attribué. C'est pour ça que la critique est fondamentalement subjective, puisqu'elle convoque les référents culturels du joueur, ainsi que ses attentes. On n'apprécie pas Far Cry 4 de la même manière si on a fait le 3 juste avant, on n'apprécie pas Pokémon Soleil et Lune de la même manière si on est nouveau venu dans la série, ou si on s'est farci tous les épisodes précédents. Bien entendu, la limite entre les deux est ténue, c'est plus une affaire d'intention que de substance. Pour prolonger la réflexion sur cette dichotomie entre critique et analyse, je vous renvoie vers l'article radical, mais plutôt juste, de Gleb Kostikian intitulé « La critique vidéoludique, pourquoi nous en avons besoin et pourquoi les tests n'en sont pas ». Note importante aux détracteurs potentiels, il n'y a absolument aucun jugement de valeur dans mes propos. Le but n'est pas de discréditer telle ou telle approche du jeu vidéo, mais de proposer une réflexion sur l'intérêt des angles dits analytiques. Analyser les jeux vidéo, c'est simplement considérer le médium à travers les opportunités qu'il révèle. La première chose à faire, c'est donc observer. Ça peut paraître évident, et pourtant parfois c'est très complexe. Le jeu vidéo produit de l'engagement, de l'immersion, et tend par conséquent à absorber notre conscience. Ce qui est considéré comme le signe d'une expérience réussie dans un test, rend la démarche d'observation plus délicate puisqu'on a tendance à se laisser entraîner par le jeu, et à ne plus vraiment prêter attention aux mécanismes qu'il déploie pour nous faire vivre l'expérience recherchée. Jouer pour jouer, c'est s'abandonner à l'expérience. Jouer pour analyser, c'est garder un pied sur la berge pour éviter d'être emporté par le courant. Ainsi, quand on s'intéresse aux jeux vidéo, qu'on cherche à en décrypter les codes, les enjeux et les forces, les approches sont multiples et complémentaires. Si le point de vue du designer est passionnant, il ne faut pas oublier l'autre terme de l'équation, le play, la personne qui joue. Du forumeur au journaliste, en passant par les vidéastes, des dizaines de démarches analytiques différentes existent, et chacune d'entre elles apporte quelque chose d'unique. Derrière chaque truc qui cause de JV, il y a une perception particulière du jeu vidéo qui vient enrichir les réflexions autour du médium. Tenez par exemple, je connais deux gus, des barbus fort sympathiques, qui animent la chaîne YouTube Game Next Door. Max et Hugo ont développé leur propre approche du jeu vidéo, et ajoutent chronique après chronique leur pierre à l'édifice. Mais ce qui fait le lien avec notre sujet, c'est leur intention. Au détour d'une bavette bien taillée, à la faveur d'une pils à 3 degrés, j'ai extorqué des informations confidentielles que la CIA traque avec acharnement depuis déjà plusieurs mois. Nous sommes écoutés. Camarades, en exclusivité mondiale, l'origin story de Game Next Door. Il veut l'origin story ? Bon alors on lui fait un truc romancé, poétique, à base de raclette et de manette GameCube, et puis rideau ? Non, je pense qu'on peut quand même parler de l'intention. Comme tu veux. Parler de jeux vidéo comme on aimerait qu'on nous en parle. Si cette petite locution nous tient à cœur, c'est parce qu'avant de faire des vidéos sur internet, nous avons nous-mêmes été éveillés à l'analyse du médium par d'autres. Et si on a sauté le pas, c'est que nous ressentions le besoin d'aller plus loin, et aussi d'éprouver notre propre conception du jeu vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est que pour nous, c'est en analysant qu'on progresse dans l'analyse. Il suffit de comparer les premières et les dernières vidéos, normalement tu vois que ça a bougé un peu. Derrière Game Next Door, il y a cette volonté de partager ce qu'on apprend de nous-mêmes, parce que nous sommes convaincus que chaque expérience vidéoludique est unique et propre à chacun, que le jeu n'est qu'une mise en relation entre des créateurs et des joueurs, et que le game design est l'art de faire passer des intentions et des émotions par le jeu. Parce qu'un jeu n'est pas toujours qu'un produit de divertissement pour des cerveaux éteints. Et ça, c'est une notion qui nous paraît simple et évidente, mais elle n'a pas l'air d'être admise par tous les joueurs qui sont de plus en plus nombreux au fil des générations.
Et ça nous chagrine de voir que beaucoup adoptent cet état d'esprit et se contentent de dire qu'un jeu est bien parce qu'il est cool, sans compter la com des AAA qui préfèrent nous gaver de trailers explosifs plutôt que de laisser les créateurs s'exprimer. Mais vous me direz, des joueurs qui ont des opinions, il y en a des millions. Ceux qui pensent que c'était mieux avant, que les jeux difficiles sont meilleurs que les faciles, qui savent différencier les vrais jeux des faux jeux, qui ne jurent que par Nintendo, par Sony, par le PC, ou ceux qui pensent que c'est pas pour les casus, et qui s'affichent au passage comme représentants d'une supposée communauté. On analyse donc le jeu, mais sans oublier notre position de joueur. Parce qu'assumer cette position, c'est assumer qu'elle implique aussi de la consommation et de la socialisation. Si le jeu vidéo est un produit culturel, il s'inscrit donc forcément dans nos vies sociales, et que tous les jeux auxquels nous avons joué et que nous avons appréciés définissent notre regard non seulement sur le jeu vidéo en général, de notre façon d'en parler, mais aussi sur un jeu en particulier. Et c'est en gardant ça en tête qu'on essaie d'analyser les jeux vidéo et de leur rendre ce qu'ils nous donnent, parce que le médium évolue constamment et que les expériences proposées depuis quelques années, qu'elles soient juste un peu novatrices ou complètement radicales, le font progresser. Et on pense que nous joueurs, on doit aussi participer et tenter d'élever la manière dont on parle de ces jeux, le tout en essayant de faire preuve de nuance et de recul. Est-ce qu'on y arrive? Ça, je ne sais point. Ah ça, seuls les vrais gamers le sauront. Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien. Revenons à présent à nos pixels et à nos bouquins. Dans Beyond Choices, Miguel Sicart propose une analyse éthique des jeux vidéo, à travers l'implication morale de nos choix ludiques. Il y développe notamment l'idée qu'analyser un médium, c'est chercher à en tirer un savoir et à s'en servir au quotidien par l'interprétation de l'intention créative exprimée par les codes singuliers du médium en question, ici le jeu vidéo. Sicart prouve que l'analyse des jeux vidéo peut servir à appliquer des principes éthiques à notre comportement dans la vie réelle, mais il pointe du doigt un problème majeur. La plupart des joueurs ne considèrent le jeu vidéo qu'à travers le prisme du divertissement. Massacrer des centaines de civils dans Modern Warfare 2 ne pose de problème éthique qu'à partir du moment où le joueur est moralement engagé. Pour jouer éthiquement, les joueurs doivent d'abord apprendre à considérer le jeu et l'activité de jouer. Les joueurs ont besoin d'une raison pour appliquer leur propre système de valeurs dans un jeu, et donc être éthiquement engagés, écrit-il. Et c'est là que l'analyse prend tout son sens et devient même nécessaire, parce que c'est en l'analysant que l'on érige le jeu vidéo en tant que médium dans lequel il est possible d'exprimer et de s'approprier des valeurs. C'est aussi une nécessité pour saisir le message éthique des mécaniques d'un jeu. Par exemple, dans le jeu September 12 de Gonzalo Frasca, il faut envoyer des missiles sur des terroristes dans une ville inspirée du Moyen-Orient. Léger souci, chaque bombe fait des victimes collatérales, qui deviennent un argument pour les terroristes afin de recruter de nouvelles personnes dans leur rang. Pas besoin de vous faire un dessin pour comprendre le message du jeu. A l'inverse, dans la perspective de Sicart, si Hatred, ce simulateur de massacre dans lequel on incarne une espèce de fou furieux, à la chevelure soyeuse, est dangereux, c'est parce qu'il contribue à désengager moralement le joueur, et donc à empêcher l'expression d'un gameplay éthique, pour reprendre ces termes. On pourrait évidemment entrer dans un débat sans fin sur la puissance cathartique de ce genre d'expérience, mais passons plutôt à une autre notion qui me tient à cœur, le réencastrement du jeu vidéo dans la sphère ludique. Je pense que nous tomberons d'accord pour affirmer qu'analyser un jeu en l'ayant vu mais sans y avoir joué est un exercice voué à l'échec. Car mener une démarche analytique d'un jeu vidéo impose évidemment de le réencastrer plus généralement dans la famille des jeux, et pas uniquement de le comparer au cinéma ou à la littérature. Comme le souligne Simon Dor, chercheur spécialiste des jeux de stratégie, analyser Mortal Kombat, c'est aussi le comprendre comme un jeu d'arcade avec son contexte de compétition, ses contrôles et son atmosphère sonore. Mortal Kombat a sous bien des points plus à voir avec Pac-Man qu'avec un film violent. En clair, il ne sera jamais possible d'analyser un jeu vidéo à partir d'un let's play, quand bien même le gameplay du jeu en question serait réduit à une expression des plus minimalistes. Et c'est là que se trouve toute la complexité de l'analyse vidéoludique, puisqu'elle convoque des outils et des angles qui lui sont propres, et qui impliquent un investissement gigantesque. À mesure que mes recherches avançaient, je me suis également rendu compte de la dimension polysémique de l'analyse des jeux vidéo, et celle-ci découle en vérité de l'objectif originel de la démarche. Cherche-t-on à déterminer le rôle social du jeu, comme ont pu le faire Vincent Berry, Maud Bonenfant et bien d'autres, dans des études spécifiquement dédiées aux jeux en ligne? Désire-t-on mettre en lumière le caractère culturel du médium, dans un désir plus ou moins tacite,
de légitimation, comme a pu le faire Raph Koster dans Theory of Fun? Le but est-il de décortiquer les mécaniques de jeu et leur capacité à véhiculer un message, comme l'a fait Ian Bogost dans Persuasive Games, à travers son idée de rhétorique procédurale? On se disperse sans doute un peu ici, mais l'idée est tout de même de vous faire comprendre à quel point la richesse du médium engage des formes d'analyse plurielles qui sont en définitive et malheureusement bien méconnues des joueurs et des joueuses. Dans la vidéo sur Deadbolt, je vous ai parlé du MDA, un modèle analytique développé par Robin Unique, Marc Leblanc et Robert Zubek, avec l'intention de fournir un cadre théorique intelligible pour comprendre non seulement l'intention du game design, mais aussi ses effets sur l'expérience du jeu. C'est en ce sens qu'analyser un jeu vidéo est aussi une manière de comprendre le processus créatif qui a précédé la conception du jeu. Par exemple, est-on face à une logique de bottom-up ou de top-down? La fantasy précède-t-elle le game design comme dans Assassin's Creed? Ou le gameplay a-t-il façonné l'univers du jeu selon sa convenance, à l'image de Super Mario et ses Goombas, dont la forme suggère assez largement aux joueurs de leur sauter sur le pif? Tel le chercheur en quête de distanciation avec son objet, l'analyse vidéoludique dans toute sa diversité tend également à prendre du recul sur l'expérience de jeu. Il ne s'agit plus de donner son avis ou de dresser un bilan à base de plus et de moins, mais plutôt de décrypter des éléments qui, mis bout à bout, construisent cette fameuse expérience. Sallon et Zimmerman définissent d'ailleurs le game design comme le processus par lequel un concepteur crée un jeu destiné à être utilisé par un joueur afin que naisse une expérience de jeu. C'est là que la notion de gameplay prend tout son sens, car elle fait à la fois référence au système de règles conçu par le game designer, le game, et à la pratique du joueur, le play. Ainsi, Winnicott emploie le terme de co-création d'une expérience de jeu, et cette idée même de co-création sous-entend bien sûr l'interaction. C'est par ce prisme que le jeu devient un outil formidable pour l'apprentissage. Tout ça pour nous dire que le jeu vidéo, c'est interactif. Bravo Albius, j'ai l'impression que t'es en plein balbutiement là. Attends une minute, on n'a pas fini. Selon Chris Crawford, auteur de The Art of Computer Game Design, l'interactivité est un processus cyclique par lequel deux agents s'écoutent, réfléchissent et dialoguent. En somme, plutôt que de considérer uniquement le jeu vidéo par le prisme d'une transmission d'un agent créateur A vers un agent récepteur B, les Game Studies tendent à mettre en avant la portée créative de l'agent récepteur. Prenez par exemple la pratique du speedrun. Il est clair que le speedrunner n'est pas un simple utilisateur. Il y a dans sa pratique une dimension innovante, une création de techniques pour finir un jeu le plus vite possible, souvent sans même que les créateurs du jeu en question ne les aient anticipés. Renforcé par l'esprit communautaire des runners qui s'échangent astuces et trouvailles sur des wikis, le speedrun est une créativité qui se base elle-même sur une œuvre préexistante. Dans cette logique, c'est une activité qui mérite que l'on s'y attarde car elle fait apparaître une pratique ludique très différente de celle pensée en amont par les développeurs. Lorsqu'un speedrunner découvre un chemin invisible planqué au beau milieu du code, à l'image de ce bug complètement surréaliste qui permet de finir Dark Souls 2 en quelques minutes, on atteint un autre level de jeu. Il n'est plus question de jouer dans le jeu, mais avec le jeu. D'ailleurs, le sujet intéresse de plus en plus de chercheurs comme Antonin Demélier, qui a participé à un épisode de Pits dédié au speedrun en compagnie de Cœur de Vandal et Brodermain. Autre point sur lequel je voulais revenir, la légitimité du jeu vidéo. Vous avez peut-être récemment vu passer une étude, publiée par le ministère de la Culture, qui pose un constat assez effroyable quant à la reconnaissance du jeu vidéo en tant qu'objet culturel. 9 personnes sur 10 ne considèrent pas nécessairement le jeu vidéo comme une partie de la culture, blablabla. Évidemment, c'est pas très réjouissant, mais je ne suis pas convaincu que les insurrections virtuelles soient la meilleure manière de répondre à une problématique posée ici. Pourquoi analyser les jeux vidéo ? Je pense que vous avez là une bonne raison. Mettre en évidence les singularités du médium, tenter de dessiner les contours d'une forme d'expression qui se distingue essentiellement du reste de la création culturelle, participe aussi de l'évolution de la perception des non-joueurs sur le jeu vidéo.
Et surtout, il ne faut pas oublier que les jeux vidéo appartiennent avant tout à la sphère ludique, mais qu'au sein de celle-ci, ils affichent des particularités qui en font des objets d'analyse fascinants. Théoriciens, critiques, designers, joueurs, il y a chez nous tous et chez nous toutes un potentiel d'analyse formidable. Et j'aimerais conclure en vous enjoignant à prendre vous aussi la parole ou la plume pour suggérer de nouvelles manières d'aborder nos pratiques ludiques. L'un des précurseurs des Game Studies, Jacques Henriot, écrivait que jouer, c'est faire l'exercice des possibles. Analyser, ce serait en somme appréhender ces possibles et les traduire en interprétation. Bien sûr, ce n'est qu'un tâtonnement, une piste de réflexion, et vous l'aurez compris, de toute façon, il n'y a pas de réponse ultime et définitive à la question posée au départ. Il n'y a que d'autres interrogations. Car je reste persuadé que c'est en cherchant, même maladroitement, à comprendre un peu mieux le potentiel du jeu vidéo que celui-ci parviendra à se révéler pleinement auprès de celles et ceux qui en ignorent encore les merveilleuses possibilités. Merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout, et merci à Max et Hugo de Game Next Door pour leur participation à cet épisode. Comme d'habitude, j'attends vos remarques et suggestions dans l'espace commentaire ou sur les réseaux sociaux. Deeper Blue est une émission sans publicité, intégralement financée par les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Si vous estimez mon travail et que vous voulez contribuer à le pérenniser, rejoignez donc la communauté des tipeurs et des tipeuses, le lien est dans la description. A bientôt, et à bon entendeur, salut!